Je m'appelle Anna. J'avais 5 ans lorsque mes parents sont morts dans un incendie et ma vie a changé à jamais. Cette nuit-là, j'ai tout perdu. Pas seulement une maison, mais aussi l'amour, la chaleur, les bras qui me serraient fort. Après les funérailles, on m'a envoyé vivre chez mon oncle, qui ne voulait pas de moi, mais disait qu'il n'avait pas le choix. Il avait déjà 3 fils, et moi, je n'étais qu'une bouche de plus à nourrir, une ombre de trop dans la maison. Ils m'ont donné le grenier, un endroit froid et sombre, sans fenêtre, sans chauffage, juste un vieux matelas mince. Les escaliers grinçaient chaque nuit. Le vent s'engouffrait dans les fissures et je pleurais jusqu'à m'endormir. Ses fils avaient des lits chauds, des jouets, des vestes, même des desserts, tandis que moi, je n'avais que le silence, la poussière et des vêtements usés. Ils me traitaient de tous les noms, repoussaient mon assiette et disaient que je n'étais pas des leurs, pas vraiment de la famille. J'essayais d'aider dans la maison, espérant qu'ils m'apprécieraient, mais ils riaient quand je nettoyais le sol. Ils se moquaient de mes vêtements, cachaient mes chaussures et ont même verrouillé la porte un jour où je suis rentrée tard de l'école. Personne ne me demandait si j'avais faim. Personne ne vérifiait si j'avais des devoirs. Ils voulaient juste que je disparaisse. Mais je suis restée silencieuse. Je suis restée discrète. Je gardais mes livres tout près de moi et mes espoirs encore plus près, enfouis dans ma poitrine. Chaque nuit, je lisais tout ce que je pouvais trouver. De vieux journaux, des livres déchirés, des magazines scientifiques récupérés à la poubelle. Je n'avais pas de jouets, mais j'avais la curiosité et je m'imaginais dans des hôpitaux en train d'aider les gens à aller mieux. À l'école, je m'asseyais au premier rang, je levais la main, je répondais à toutes les questions et je souriais quand les professeurs me remarquaient. Les autres enfants avaient de nouvelles chaussures et des boîtes à déjeuner. Moi, j'avais juste du pain et du papier, mais je ne me suis jamais plainte. Un hiver, je suis tombée malade et je suis restée au lit, seule, pendant 3 jours. Personne ne m'a apporté de soupe, personne ne m'a demandé comment j'allais, mais je me suis soignée lentement, emmitouflée dans de vieilles couvertures, en murmurant les histoires que ma mère me racontait autrefois. Je me souvenais de sa voix, de son rire, de la façon dont elle me disait que j'étais courageuse, même quand nous n'avions rien d'autre que des rêves. Ce souvenir est devenu ma lumière, ma force silencieuse, ma raison d'avancer quand plus personne ne croyait en moi. À 12 ans, j'ai remporté ma première foire scientifique avec un petit projet sur le cœur humain fabriqué en carton. Personne de ma famille n'est venu le voir, mais mon professeur a pleuré et m'a dit « Tu vas changer le monde ». J'ai gardé ces mots comme un trésor, car les compliments étaient rares et la foi en moi encore plus. Mes cousins levaient les yeux au ciel, mais je continuais à construire, à apprendre et à rêver encore plus grand. À 14 ans, j'ai commencé à travailler les week-ends dans une bibliothèque, juste pour être près des livres et du silence. Je lisais sur la médecine, l'anatomie, les maladies, et comment les gens guérissaient, comment les médecins redonnaient espoir aux autres. La bibliothécaire, Madame Clark, m'a remarqué et a commencé à mettre de côté de vieux livres de médecine pour moi dans une petite boîte. Je les étudiais, tard le soir, à la lumière d'une lampe de poche sous la couverture, le cœur battant à chaque page. Chaque matin,
je me levais tôt, je pliais soigneusement ma couverture, je nettoyais la chambre et je partais à l'école. Je portais mes livres dans un sac en plastique, la tête baissée, et je souriais aux gens que je croisais. Parfois, il pleuvait et j'étais trempée, mais je ne manquais jamais un cours, même avec de la fièvre. Je m'asseyais au premier rang, je prenais des notes rapidement et je posais des questions, même quand les autres se moquaient de moi. Mes cousins avaient même commencé à sécher les cours, à rentrer tard et à se battre près du coin de la rue. Ils rentraient à la maison en colère et bruyants, blâmant le monde entier, m'insultant avec haine. Mon oncle ignorait leurs problèmes, disait que les garçons étaient des garçons et me punissait quand quelque chose tournait mal. Il n'a jamais félicité mes notes, ne m'a jamais demandé quels étaient mes rêves, me disait seulement de laver plus d'assiettes. Mais je n'ai jamais arrêté d'essayer. J'étudiais toute la nuit, même quand j'étais fatiguée, même quand je me sentais seule. Madame Clark m'a donné encore plus de livres, m'a aidé à pratiquer l'oral et m'a raconté des histoires de vrais médecins. Elle disait que j'avais un don rare, pas seulement l'intelligence mais aussi le cœur, et que je devais le protéger de l'amertume. Ces mots me donnaient de la force, me faisaient croire que ma vie pouvait peut-être devenir quelque chose de beau. Au lycée, j'ai gagné des prix, écrit des articles, rejoint des clubs de sciences et remporté des médailles que personne n'a remarquées. Les murs de mon grenier étaient couverts de certificats, mais en bas, on ne prononçait jamais mon nom. J'ai postulé à un programme d'été dans un centre médical et après un entretien, j'ai été acceptée. C'était la première fois que je me retrouvais dans un véritable hôpital, à voir des patients, à observer des médecins, à apprendre d'eux. J'ai commencé par nettoyer les sols, apporter du café aux infirmières et aider pour de petites tâches sans jamais me plaindre. Le médecin-chef m'observait en silence, puis il m'a donné des livres, m'a posé des questions et m'a appris des choses sur la vie. Il m'a dit que la médecine, ce n'est pas seulement du savoir. C'est aussi du soin, de la patience et la compréhension de la douleur. J'ai écrit ces paroles dans mon carnet, les ai gardées près de mon cœur et les ai relues chaque soir. Quand j'ai eu 17 ans, on m'a offert une bourse pour une université prestigieuse, frais de scolarité payés et soutien complet. Je me souviens avoir tenu cette lettre dans mes mains, être descendu à la cuisine et l'avoir montrée à mon oncle. Il n'a rien dit pendant un moment, puis il a dit « Les médecins ont besoin d'argent. Nous, on n'en a pas. Alors, ne rêve pas. » J'ai souri poliment, suis remontée dans ma chambre et j'ai fait mon sac avec une joie silencieuse et une détermination calme. Madame Clark m'a emmenée en voiture jusqu'à la ville, m'a aidée à m'installer et m'a serrée dans ses bras comme une mère devant le portail. Elle m'a dit « Maintenant, va changer le monde, Anna. Montre-leur à quoi ressemble la vraie force. » J'ai gardé ces mots dans ma poitrine comme un bouclier, car je savais que le chemin serait difficile, mais j'étais prête à souffrir, prête à me battre, prête à transformer mes cicatrices en quelque chose de bon. À l'université, je travaillais de longues heures, suivais des cours supplémentaires et faisais du bénévolat dans des cliniques le week-end. J'ai rencontré des gens de partout, certains riches, d'autres pauvres, tous avec des histoires différentes à raconter. J'écoutais attentivement,
je prenais des notes sur la vie, pas seulement sur la science, et je grandissais comme étudiante et comme personne. Je n'ai jamais oublié le grenier, jamais oublié le silence, la douleur, les nuits froides sans amour. Mes cousins ont abandonné les études un par un, se sont attirés des ennuis et ont blâmé tout le monde pour leurs erreurs. Je ne me suis jamais moquée d'eux, je ne me suis jamais sentie supérieure. Je suis simplement restée discrète et concentrée sur mon propre chemin. À 22 ans, j'ai été diplômée en avance avec mention, debout fièrement devant des inconnus qui m'applaudissaient. Mon oncle n'était pas là, mais Madame Clark, si, et ses larmes en disaient plus que n'importe quel mot. Ce jour-là, j'ai traversé la Seine, les mains tremblantes, mais le cœur rempli, me sentant enfin vue. Ils ont appelé mon nom, m'ont remis une médaille, et j'ai pensé à mes parents, en espérant qu'ils soient fiers. La fille du grenier était maintenant médecin, pas grâce à la chance, mais parce qu'elle n'a jamais abandonné. Et ce n'était que le début, le commencement de quelque chose de plus grand, quelque chose fait de lumière. Mes premiers jours à l'hôpital ont été difficiles, pleins de peur et de questions que je gardais pour moi. Les autres étudiants étaient des confiants et sûrs d'eux. Ils parlaient en vite et agissaient sans hésitation. Moi, je restais silencieuse et je les observais attentivement, apprenant chaque geste, chaque petite routine. J'écrivais tout dans mon carnet, même la façon dont les infirmières souriaient pour apaiser la douleur. Les médecins nous ont appris à écouter, à poser les bonnes questions au bon moment. Ils nous montraient comment bouger les mains, douces mais sûres, fermes mais jamais froides. Je m'exerçais sur des bras en plastique pendant des heures, répétant les gestes jusqu'à les maîtriser parfaitement. Je parlais devant le miroir chaque soir en faisant semblant de m'adresser à de vrais patients. Un jour, un patient a prononcé mon nom. Sa voix était faible, mais ses yeux étaient pleins de bonté. Il m'a demandé si je voulais m'asseoir, puis il m'a raconté une histoire sur sa vie et sa famille. Il m'a dit qu'il n'avait plus de visiteurs, plus personne pour lui tenir la main. Alors je suis restée plus longtemps ce soir-là, juste pour parler, écouter et lui permettre de se sentir entendu. Les infirmières m'ont vu faire cela souvent, et un jour, l'une d'elles m'a souri et m'a dit merci. Je ne savais pas pourquoi cela m'avait autant touchée, mais ça l'a fait. Ça m'a rappelé ma vie d'avant. Ces jours où un simple sourire comptait, où un mot pouvait rendre l'obscurité plus douce. J'ai compris qu'être médecin, ce n'était pas seulement guérir. C'était être humain à chaque instant. J'ai commencé à diriger les visites des étudiants plus tôt que prévu, à organiser les notes et à expliquer les diagnostics. Certains étudiants me demandaient comment quelqu'un comme moi avait pu devenir aussi compétente aussi vite. Je ne disais pas grand-chose, je souriais simplement et répondais « J'aime apprendre et j'aime aider ». Mais la vérité était plus profonde que des mots. Elle venait d'années de douleur et de force silencieuse. Après 1 an, on m'a remis un petit prix pour mon dévouement aux patients et l'attention que je portais aux soins. Ce n'était pas grand-chose, mais cela comptait, parce que cela venait des gens que je servais. Ils disaient que je leur faisais sentir en sécurité, qu'ils se sentaient vus, comme s'ils étaient plus que leur douleur. Cette nuit-là, j'ai pleuré seule dans ma chambre, tenant le papier comme s'il valait de l'or dans mes mains. Dehors,
La vie avançait vite, entre fêtes, événements et carrières construites sur l'ambition bruyante. Mais moi, je restais concentrée et stable, avançant lentement mais sans jamais m'arrêter pour rien. Je passais mes nuits aux urgences, apprenant à agir quand chaque seconde comptait. Je voyais la vraie douleur chaque jour et cela me formait plus que n'importe quel livre ne l'aurait pu. Parfois, je rentrais chez moi tard le soir, en marchant dans des rues silencieuses, la tête pleine de pensées. Je me souvenais de mes cousins, à l'époque, comment ils se moquaient de moi, comment ils disaient que j'étais faible. Maintenant, ils m'envoyaient parfois des messages pour demander de l'aide, des conseils, n'importe quoi que je pouvais offrir. J'aidais quand je le pouvais, mais je n'ai jamais oublié le chemin parcouru depuis ce petit grenier. Les années ont passé et j'ai terminé mes études de médecine, première de ma promotion, sélectionnée pour un grand hôpital. Les gens m'appelaient maintenant Docteur Anna et certains demandaient à travailler à mes côtés, à apprendre. Je n'ai jamais laissé cela changer mon cœur. Je nettoyais toujours mon espace, je disais toujours merci à tous, car je savais que l'orgueil était dangereux et que la gentillesse était ce qui me rendait vraiment forte. Ma première véritable opération est un moment que je n'oublierai jamais. Les mains tremblantes, mais les yeux clairs. Ce jour-là, j'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle lavait les sols juste pour pouvoir me nourrir. J'aimerais qu'elle puisse me voir maintenant, tenant des instruments, sauvant des vies, réalisant ce qu'elle avait rêvé. Elle disait toujours que je deviendrais quelqu'un de grand et maintenant je le lui prouvais à chaque respiration. Lors d'un événement santé dans la ville, j'ai donné une conférence sur la médecine et mon histoire a été partagée. Des gens sont venus me remercier, me dire que je leur avais redonné de l'espoir dans un monde sombre. Une femme a pleuré en me disant que son fils avait abandonné, mais que maintenant, il voulait essayer de nouveau à l'école. J'ai ressenti quelque chose de profond à ce moment-là, comme si ma douleur s'était enfin transformée en cadeau. J'ai commencé à travailler dans de petites villes aussi, dans des endroits où personne ne voulait aller avant. J'ai ouvert des cliniques, formé de jeunes étudiants, offert des soins gratuits à ceux qui n'avaient aucune aide. Les enfants là-bas me rappelaient moi-même, petit, silencieux, plein de rêves et de peur. Je leur disais à tous, n'abandonnez pas. Un jour, cette douleur deviendra votre plus grande force. Un soir, alors que je fermais la clinique, un garçon a couru vers moi et m'a tendu un papier froissé. Il disait « Merci, docteur, d'avoir sauvé ma sœur. Je veux être comme vous un jour. » J'ai gardé ce mot dans la poche de mon manteau à côté de la photo de ma mère et de mon tout premier badge. Parce qu'à ce moment-là, j'ai su que j'étais devenu plus qu'un médecin. J'étais devenu un espoir. L'hôpital grandissait rapidement. De nouveaux membres du personnel arrivaient. De nouveaux bâtiments étaient construits chaque année. Je suis finalement devenu médecin-chef, à la tête d'une équipe de jeunes esprits bienveillants et attentionnés. Nous travaillions ensemble de longues heures chaque semaine, en aidant des patients au cœur chargé de douleur. Ils venaient de tout le pays dans l'espoir que nous puissions leur rendre la santé et la paix. Beaucoup étaient pauvres et fatigués, certains n'avaient pas de foyer et d'autres pas de famille.
Je m'asseyais toujours à côté de chacun. Je leur demandais leur histoire et je leur laissais le temps de parler. Certains n'avaient pas de chaussures aux pieds, pas de nourriture dans leur sac, pas d'argent pour rentrer chez eux. Mais je les traitais avec respect et bienveillance, comme des rois et des reines, avec un sourire chaleureux. Un hiver, nous avons eu une longue panne de courant et tout le bâtiment était froid et lent. Les machines se sont arrêtées pendant des heures, mais l'équipe est restée calme, tenant la main de l'espoir. Nous avons utilisé des lampes torches pour nous déplacer, des outils simples pour nettoyer les plaies et les coupures. Cette nuit-là, une femme a accouché en silence pendant que les infirmières tenaient des lampes au-dessus de sa tête. Elle a donné à l'enfant mon prénom, a dit que je lui avais sauvé la vie, a dit qu'elle se sentait comme si j'étais de sa famille. J'ai pleuré après son départ de la salle parce que je me suis souvenu du moment où je m'étais sentie exactement comme elle. Personne pour me tenir la main dans la douleur, aucun nom retenu, aucune couverture pour me réchauffer. Et maintenant, c'était moi qui donnais la lumière, moi qui restais quand les autres s'en allaient. J'ai commencé à voyager dans d'autres villes, à donner des conférences aux étudiants, à former des médecins en zone rurale. Ils écoutaient attentivement chaque mot. Ils savaient que je parlais avec sincérité, non par orgueil. Un garçon s'est levé et a dit à voix haute « Je veux être comme vous. Je veux aider les pauvres. » Cette phrase m'a fait sourire parce que je l'avais moi-même chuchotée dans mon lit autrefois. J'ai rencontré des médecins venus de partout. Certains avaient des titres, certains avaient la renommée, mais peu de cœur. Ils parlaient d'argent et de pouvoir, de gloire et de respect, du fait d'être connus. Mais moi je parlais de choses simples, comme écouter, comme rester tard, comme tenir la main. Certains riaient de mes mots au début, mais d'autres ont suivi et ont commencé à faire la même chose. Un matin, on m'a appelé dans le bureau du directeur où un bouquet de fleurs reposait sur son bureau. Il m'a dit que j'avais été choisie pour un prix décerné pour la gentillesse et l'impact silencieux. Il m'a dit que des patients avaient écrit des lettres à mon sujet, de longues lettres remplies d'amour et de larmes de gratitude. Je ne savais pas quoi dire au début, mais je les remerciai en posant mes 2 mains sur mon cœur. Le prix n'a rien changé à mon travail. Je me levais toujours tôt et restais bien après la fin de mon service. Je nettoyais encore mes outils moi-même, je repliais encore les draps, je vérifiais chaque dossier médical. Je ne voulais pas être la meilleure de non. Je voulais être celle qui guérissait vraiment, celle qui voyait la douleur avant les mots, qui restait quand le monde se détournait. J'économisais petit à petit, jamais pour des voitures, jamais pour de l'or, seulement pour quelque chose de vrai. J'ai acheté un petit immeuble en centre-ville et je l'ai transformé en clinique gratuite pour enfants pauvres. Nous offrions de la nourriture, de l'eau propre, des soins simples et des pièces calmes aux couleurs apaisantes. Des bénévoles me rejoignaient chaque semaine et nous en avons fait un lieu de chaleur et d'amour. Les journaux ont écrit des articles sur la clinique disant qu'il était rare aujourd'hui de voir un tel cœur. Ils ont pris des photos d'enfants souriants, tenant des jouets et se serrant dans les bras. Une photo me montrait tenant un enfant dans les bras et elle est devenue virale en une seule nuit.
Des gens d'autres pays ont envoyé des lettres me remerciant d'avoir rendu le monde meilleur. Mais derrière toute cette lumière et ces éloges, je rentrais toujours chez moi en silence, chaque nuit. Je gardais encore une photo de ma mère et une autre de la vieille chambre où j'avais grandi. J'entendais encore les paroles de mes cousins, leur rire quand je n'avais rien à me mettre. Mais aujourd'hui, j'utilise cette douleur comme un feu, comme une force pour élever ceux qui se sentent comme je me suis sentie autrefois. J'ai rencontré un homme à l'hôpital. Il s'appelait Evan et il était doux et gentil. Il travaillait comme médecin pendant les gardes de nuit, discret et tendre, mais fort à tous les niveaux. Un soir, nous avons discuté autour d'un café et partagé nos histoires, longues et douloureuses. Il ne se souciait pas des prix ni des titres. Il se souciait des gens tout comme moi. Les semaines sont devenues des mois avec lui et sa présence est devenue ma pièce préférée. Nous rions de choses simples, partagions des livres et cuisinions des repas modestes avec joie. Un dimanche, il est venu visiter ma clinique et a passé toute la journée à jouer avec les petits-enfants. Ce soir-là, j'ai su que c'était lui, pas à cause de sa beauté, mais à cause de son âme. Je lui ai fait ma demande dans le jardin derrière la clinique, avec des fleurs cultivées par les enfants. Il a pleuré avant de dire oui et m'a serré dans ses bras avec ses 2 mains posées sur son cœur. Nous nous sommes mariés discrètement au printemps avec seulement des amis proches et quelques infirmières à nos côtés. Pas d'or, pas de musique forte, juste des sourires, des étreintes et le soleil chaud au-dessus de nos têtes. Les années ont passé, je continuais à travailler, et Evan aussi, avec un cœur calme et constant. Nous avons adopté 2 orphelines de la ville, 2 petites filles aux grands yeux et aux mains douces. J'ai vu en elles mon propre reflet, et j'ai promis d'être le père que je n'ai jamais eu. Nous leur avons offert des livres, des histoires et des rêves, et elles nous ont donné un amour sans fin. Aujourd'hui, quand je marche dans la clinique, je vois des couleurs, j'entends des rires, je ressens la paix. Je vois des patients lire en attendant, des enfants dessiner avec des crayons de couleur et des craies. Je vois des médecins qui apprennent à être bienveillants, pas seulement intelligents, pas seulement compétents, mais profondément humains. Je revois mon ancienne histoire dans leur nouvelle vie et je souris car la douleur m'a rendue meilleure. Le soir, Evan me tient la main et nous parlons de notre journée, des petites choses comme des grandes. Il me dit souvent qu'il est fier de moi, mais moi je lui dis que je suis fière du chemin que nous avons parcouru, du grenier froid à cette maison chaleureuse, des larmes au rire, de la peur à la foi. Je ne suis pas simplement devenue médecin. Je suis devenue une femme façonnée par l'amour et la force tranquille. Le soleil se levait doucement sur les collines et je me tenais à la fenêtre, tenant mon thé du matin. Evan lisait un livre tout près pendant que nos filles jouaient calmement par terre. La maison était chaude et paisible, remplie d'un bonheur que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai regardé autour de moi et j'ai souri, en pensant à tout le chemin parcouru depuis le néant. Je marche encore chaque jour jusqu'à la clinique en portant le même vieux manteau d'autrefois. Les rues me semblent familières et accueillantes avec des gens qui me saluent et me sourient à mon passage.
Les enfants crient mon nom avec joie, et leur mère me remercie du regard pleine de gratitude. Je ne me suis jamais vue comme une héroïne, mais je sais que j'ai fait une vraie différence ici. Certains patients m'apportent de petits cadeaux, comme des pommes ou des fleurs enveloppées dans du papier brun. D'autres venaient simplement dire bonjour ou partager de bonnes nouvelles sur leur vie ou leur travail. Un garçon est venu avec ses résultats d'examen. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que je lui avais appris à croire en lui. J'ai accroché sa feuille au mur, juste à côté de la vieille photo fanée de ma mère. Le soir, je m'asseyais souvent avec Evan pour lui raconter des histoires de la clinique et d'ailleurs. Nous rions des histoires drôles et parfois nous pleurions pour celles qui faisaient mal. Il m'écoutait toujours avec attention, ses mains chaudes autour des miennes, ses yeux remplis de douceur. Il disait que soigner, ce n'était pas seulement de la médecine, c'était aussi écouter, aimer et rester. Je repensais souvent aux anciens jours, quand j'avais faim, froid et que je me sentais oubliée. Ces jours où mes cousins se moquaient de moi et où je pleurais en silence pour m'endormir. Aujourd'hui, ils m'envoient des messages en ligne pour me dire à quel point ils sont fiers de moi. Ils disent qu'ils ont toujours su que je réussirais, mais je me souviens de la façon dont ils détournaient les yeux. Je leur ai pardonné depuis longtemps, non pas pour eux, mais pour libérer mon cœur de la colère. Porter la douleur trop longtemps est trop lourd, et le pardon m'a permis de respirer à nouveau. Je n'avais pas besoin de vengeance ni d'éloge. Je voulais seulement construire quelque chose de bon et de durable, quelque chose dont ma mère aurait été fière, quelque chose qui aide les autres à guérir. J'ai commencé à encadrer de jeunes médecins, encore hésitants, comme je l'étais autrefois. Je leur ai appris à parler doucement, à regarder les gens dans les yeux, à demander avant de toucher. Je leur ai rappelé que la gentillesse compte, même quand on est fatigué ou en retard. Et quand les patients repartent avec le sourire, c'est là la vraie récompense, plus que tout le reste. Nous avons ouvert une petite école à proximité pour enseigner les sciences et les rêves aux enfants pauvres. Evan a aidé à organiser les livres et les cours, et nos filles lisaient des histoires aux plus jeunes. Chaque vendredi, nous organisions un cercle de contes où je leur racontais mon propre récit d'enfance. Ils écoutaient les yeux grands ouverts, puis demandaient comment j'étais devenue médecin après tout ça. Je leur disais que la douleur n'est pas la fin, c'est juste le début d'un chemin plus fort, que même quand personne ne croit en toi, tu peux toujours croire en toi profondément, que la gentillesse est une forme de force, que travailler dur chaque jour compte, et que personne ne peut te voler ton avenir si tu ne laisses jamais ta lumière s'éteindre. Certaines nuits, je rêve encore de ma mère, appelant mon nom au loin. Elle sourit sans parler et pose sa main douce sur mon visage. Je me réveille les larmes aux yeux, mais avec une paix douce dans le cœur à chaque fois. Je murmure dans le noir « J'ai réussi, maman », et j'espère qu'elle m'entend quelque part.